À la suite de la conférence de Sam Boursier, nous avons maintenant le plaisir d'écouter Karine Espineira, membre du LEX, de sociologue, activiste, et donc de l'Université Paris 8. Paris 8. Ah oui, à Chile, comme a dit la doyenne. D'accord. Et le titre de son intervention, représentation médiatique et transimaginaires sociaux, processus croisés liés au sexe et au genre. Je cite également deux ouvrages récents de Karine Espineira, Transidentité, ordre et panique de genre, et également la transidentité en télévision. Nous vous écoutons. Donc, bonjour à tous et toutes. Alors, en premier lieu, j'ai attrapé froid, donc j'ai mal à la gorge, donc j'espère que ma voix ne va pas trop dérailler. Donc, voilà, je vous demande indulgence de ce point de vue-là. Je vais aussi boire beaucoup d'eau pour ne pas me mettre à tousser. Alors, je vais donc la communication que je vais vous proposer, alors oui, quand même, je remercie toute l'équipe de ce colloque, c'est quand même pour l'accueil, pour l'organisation, et avoir cette opportunité de pouvoir s'exprimer ici. Alors, la communication donc, que je propose, dans une première partie, ce sont des données, on va dire, un peu méthodologiques. Je me sens toujours un peu dans l'obligation de le faire, car souvent, quand je présente quelque part les tendances et les résultats donc, de ma recherche, en tant que, on va dire, universitaire trans qui a fait donc toute une recherche avec cette visibilité-là, il y a toujours eu comme une sorte de remise en doute de mes résultats, comme si j'avais fait une recherche exotique et que quelque part l'appartenance quelque part au terrain, elle était disqualifiante. Donc la posture épistémologique, elle est quand même à questionner de ce point de vue-là. Alors ici, ce que je vais vous proposer, c'est que moi j'ai travaillé donc sur des données de terrain et des données de corpus, audiovisuels notamment. Alors l'intérêt de croiser ces données-là, c'est, alors le corpus qui soit audiovisuel ou littéraire, c'est de pouvoir analyser des réalités, c'est un geste que j'adore, ça, les guillemets, afin de mettre en perspective justement des imaginaires, puisque c'est sur ce point-là que je voulais travailler. Alors pour celui ou pour celle qui souhaitent travailler sur ces réalités et surtout leur représentation, je me suis inspiré au départ de deux outils conceptuels qui m'ont vraiment paru intéressants. Alors, le premier, c'est celui d'Éric Massé et du philosophe sociologue Cornelius Castoriadis. Articuler donc ces deux auteurs, pour moi, c'était l'objectif de créer peut-être un nouvel outil qui me soit en même temps plus personnel. Alors, avec la notion d'imaginaire médiatique, donc l'auteur Éric Massé postule que les représentations populaires ne constituent pas un imaginaire qui est opposé à la réalité, puisque au contraire, justement, ces imaginaires font partie de cette réalité. C'est à ce moment-là aussi que je me réfère donc à un concept, donc la notion de médiaculture, et donc, qui a été proposé par Éric Maigret et Éric Massé en 2005. Alors, je vais vous dire à peu près ce que c'est en citant. C'est une invitation à dépasser la schizophrénie contemporaine entre communication de masse, donc avec un petit m, et culture avec un grand C. Les pratiques culturelles de la plupart des contemporains, donc y compris des plus cultivés, sont massivement liées aux médias. Et donc les deux auteurs estiment que cette réalité ne correspond pas aux idéologies de la séparation culturelle qui enjoignent de rejeter et de dévaloriser les programmes télévisuels, les émissions de radio, la bande dessinée ou les mangas. Et moi justement, je voulais travailler sur ces matériaux-là, notamment avec les archives donc, de l'audiovisuel. Et donc, entre guillemets, il fallait aussi justifier de cette... comment expliquer ça, de cet usage quelque part, et de dire, ben non, ce sont aussi des matériaux sur lesquels on doit pouvoir travailler. Il n'y a pas que la théorie. Alors, dans ce travail aussi, j'ai adopté l'approche genre, puisque je travaille donc sur la représentation des transidentités dans les programmes télévisuels, car dans le réel, comme dans le domaine de représentation, quand on parle des trans, les référents sont toujours l'homme, la femme et leurs relations. Et donc ici, je me suis aussi appuyé sur Matlard et Éric Neveu, et donc il explique que le genre est compris comme l'une des données intégrées aux méthodes et outils de la critique textuelle et littéraire,
et appliquée non plus exclusivement à une culture noble, mais déplacée vers les productions de la culture de masse. En d'autres termes, ce sont les mêmes outils pour... Je vais arriver avec la flèche, ouais. Donc ce sont les mêmes outils pour Michael Jackson et Mozart. Voilà, et j'ai bâti, entre guillemets, tout ce raisonnement et montré que ma recherche n'était pas exotique. Alors, ici, dans ce cas-là, il a fallu aussi que je suive le fil des représentations des identités trans. Donc, dans la complexité du monde, le réel, comme je disais tout à l'heure, mais aussi dans l'espace médiatique. Alors, je vais résumer cette démarche en 4 points. En premier, il a fallu que j'analyse la place du genre dans l'information et dans la communication. 2, il a fallu que je considère l'imaginaire social, dont je vais vous parler à la suite, et l'imaginaire populaire via les médias. 3, il a fallu que je considère l'ordre symbolique, au sens de l'ordre des genres. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le monde des hommes, le monde des femmes et leurs relations. Et enfin, il a fallu que j'analyse la dynamique des conflits entre des identités alternatives et des identités institutionnalisées. Alors, c'est maintenant que je vais vous parler justement des imaginaires sociaux qui impliquent justement ce processus d'institutionnalisation de nos imaginaires. Alors, voilà. Alors ici, l'imaginaire social désigne un imaginaire qui est construit par chaque groupe humain se distinguant de tout autre. Et Castoriadis, il n'hésite pas à affirmer que pour comprendre ce qu'a été et ce qu'est l'histoire humaine, il est impossible de se passer de la catégorie de l'imaginaire. Il considère que les institutions sont l'incarnation des significations sociales imaginaires et qu'elles ne sauraient se passer de s'autonomiser. Elles sont ce qui a toujours été là au départ. Alors, je me suis inscrite évidemment dans cette pensée, mais sans renier pour le moins du monde une approche foucaldienne, orthopédie sociale, vieux pouvoir, savoir pouvoir, mais je n'ai pas le temps de développer. Ici, l'idée, c'est que tout a été imaginé et que tout s'est transformé en institution. Et cette institution, elle s'autonomise toujours. Et elle finit par passer pour quelque chose qui a toujours été là, qui a toujours existé. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles tant de choses sont tant difficiles à défaire, comme par exemple repenser la famille, la filiation, la sexualité, le genre, tout simplement la consommation, le patriarcat, etc. La liste, elle est infinie. Alors, cet imaginaire, il a aussi un... J'avais oublié de vous passer cette partie-là. Oui, alors je n'ai pas précisé qu'il y a l'espagnol et du français dans mes slides pour certains passages. Alors, cet imaginaire, il a un aspect individuel, c'est l'imaginaire radical. Il a aussi un aspect collectif, et c'est l'imaginaire qui crée l'institution. Et les aspects individuels et collectifs sont indissociables. Castoriadis, avec ce concept d'imaginaire, donc, ce qu'il désigne, c'est un imaginaire qui est à la fois individuel et collectif, qui crée des images, des idées et des concepts. Et donc ici, il parle d'un ensemble de signifiés à travers lesquels le monde prend corps pour l'être humain, ce qui nous le rend intelligible. Alors, je vous préviens que les illustrations qui vont suivre, message subliminal à Sam, elles sont très hétérocentrées. Alors, pour faire au plus court, par exemple, si je prends l'exemple d'un réseau symbolique, je vais prendre l'amour avec un grand A. Et donc, ça va donner quelque chose comme ça. Alors ici, on peut penser romance, on peut penser sexualité et probablement à plein d'autres choses, des images, des idées, des concepts. Et au final, on leur donne corps avec des institutions. Et ici, ce pourrait être le mariage, l'Église comme espace rituel de l'union, la mairie comme espace légal de cette même union, la famille nucléaire, etc., etc. Donc, ce que je propose avec ces illustrations-là, c'est de penser software pour les idées et les émotions, de penser hardware pour l'institution, et les deux forment un institué instituant. C'est-à-dire que l'idée du mariage à l'église ou à la mairie, elle nous préexiste. C'est un hérité, c'est comme si ça avait toujours été là. Et en nous inscrivant dans ce réseau symbolique, on perpétue cette institution. Alors, je vais passer sur cette diapo-là, parce que je vous parlais encore, en fait, donc, des imaginaires. Et je vais passer, mais c'était juste qu'ici, ce que je voulais illustrer, c'est qu'avec la transidentité, on peut se poser, justement,
cette idée, justement, le réseau symbolique et aussi sur l'imaginaire qui est lié aux personnes trans, se poser la question suivante. Est-ce que le sujet, aujourd'hui, il est connu avec des transmissions de savoir via des institutions comme l'école, hein, la famille, ou bien est-ce que cet imaginaire, il s'est popularisé avec les médias, tandis que la médecine, elle institutionnalisé le fait trans en changement de sexe via des protocoles hospitaliers. En fait, tout ce blabla, c'était pour conduire à cette idée-là. Alors, ici, maintenant, on va dire, c'est la deuxième partie. Alors, je vais parler justement de cette popularisation pour arriver au processus croisé lié au sexe et au genre. Alors, 2014 et 2015, avec cette vague dite transgenre, avec les deux couvertures qui viennent de passer, donc la thématique transgenre, elle est vraiment très d'actualité, alors qu'en fait, ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle est popularisée. Et donc, cette thématique, entre guillemets, du changement de sexe, ça a été du pain béni dans tous les médias, et pas seulement en 2014. Il suffit de remonter au début du XXe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, on peut dire que la popularisation, elle débute dès les années 20 et 1930 avec Dora Richter et Lily Elbe, par exemple. Mais il y a un autre personnage, donc une autre personne, c'est Michel-Marie Poulain dans Le Paris de l'après-guerre, et dont l'histoire a été très, très largement reprise par la presse populaire. Et donc, sur ce sujet-là, il y a un ouvrage qui donne de précieuses données, qui est celui de Maxime Foster, qui s'intitule « Elle ou lui, histoire des transsexuels en France ». Il a été réédité cette année, d'ailleurs. Alors, ici, les mots, autre donnée importante, c'est les mots qui sont mobilisés, justement, dans ces imaginaires et dans les traductions qui en sont données, pour nommer les personnes trans, ou même ces mots qui sont créés par elles-mêmes, pour se nommer. Alors, ces mots aident à traduire des contextes aussi socio-historiques. Alors, parmi d'autres références, il y en a beaucoup d'autres que celles que je vous propose là, elles conduisent toutes vers le terme transgenre, dont le premier usage a consisté à nommer et décrire une expérience de vie, et pas un changement de sexe. En 1965, donc Jolie Oliven de l'Université de Columbia, il fait usage du néologisme transgendérisme comme synonyme de transsexualité. Et ici, ce qu'il signifie, c'est que sémiotiquement, le mot il pointe vers le suffixe genre. Alors l'autre usage connu est celui de Virginia Prince, donc en 69, vous avez la référence. Alors les deux autres, elles concernent Christine Jorgensen, donc à l'époque, en 52, elle avait été sacrée, donc première transsexuelle opérée de l'histoire. Aujourd'hui, on parle de Lily Elbe, et dans 10 ans, on dira que c'est Dora Richter, par exemple. Et donc, en 79, dans le Winnipeg Free Press, elle explique s'identifier comme trans, trait d'union, gender, terme qui lui semble plus approprié pour décrire son expérience de vie. En 82, donc dans une autre interview, dans le News from California, elle distingue à nouveau le sexe et le genre, mais ici sexe au sens de sexualité. Elle explique en substance que le sexe, c'est ce qui regarde son conjoint, et elle dans l'intimité, et que le genre, c'est qui vous êtes. Alors, de réappropriation en reformulation, le terme il a changé de forme et quelque part de contenu. Hein. Mais il désigne un état de vie du corps, un état de vie et du corps de la personne, hein, c'est-à-dire un changement, franchissement de genre, sans forcément y accoler le changement de sexe, c'est-à-dire le lier à la technique médicale. Alors, c'est comme ça aussi qu'il désigne un positionnement politique. Par exemple, être contre les aspects psychiatriques des expériences de vie trans qui sont médicalisées, tout en ayant pu recourir aux techniques médicales. Et c'est ce qui nous rapproche de l'inscription dans le mouvement transgenre comme mouvement d'émancipation de dispositifs vécus et ou estimés comme trop balisés, trop normés, voire franchement oppressifs par un certain nombre de personnes. Et je vais passer, mais dans les années 2000, le nouveau terme qui va arriver, c'est transidentité, qui va être encore plus générique, mais je vais passer sur cette histoire-là. Mais c'est la même chose que le terme transgenre, c'est-à-dire on revient vers l'identité, on revient vers le genre, on revient vers l'expérience de vie. Alors, oui. Alors, ici, c'est que... je parlais d'institutionnalisation tout à l'heure. Ce que j'expliquais, c'est qu'avec cette prise en charge médicale, l'institution... donc dès les années 50 et 60, les identités trans ont été institutionnalisées, le récit trans a été institutionnalisé. Alors, ici, il ne s'agit pas seulement de parler de protocole hospitalier, mais les dispositifs judiciaires légaux entrent dans la partie. Et
cette institution, elle peut aussi se lire comme de type paternaliste, moral, et avec des intérêts économiques. Alors, c'est un peu tabou de le dire, par exemple, en France, mais c'est pourtant vrai. Alors ici, je rappelle aussi que cette institutionnalisation, elle concerne majoritairement le concept de, on va dire, ou la pratique de changement de sexe. Et on ne parle pas de changement de genre, qui est justement invisibilisé par le cantonnement au médical. Et on oublie systématiquement cette question du franchissement, changement de genre, et c'est pourtant ce que toutes les personnes trans ont en commun. Alors ici, l'idée, c'est que les modèles que représente par exemple l'américaine Christine Jorgensen ou la française Coccinelle dans les années 50, jusqu'au témoignage des années 2000, donc jusqu'à très récemment, elles confirment une idée. C'est que la transidentité, les transidentités, dans l'espace public comme dans l'espace médiatique, elles mobilisent tout un réseau symbolique spécifique. Alors, les plateaux télévisions des années 80, 90, des années qui vont suivre, elles sont le théâtre d'attribution de signifiants, c'est-à-dire des symboles. On va poser des symboles sur les gens, à des signifiés, les personnes trans. Alors on les retrouve face à face, donc entre, ce que je veux dire, on retrouve un face à face entre les représentants des institutions, on va dire médicales, légales, et donc on va appeler des experts, et les objets de leur attention, je dis bien le mot objet, pas sujet, donc les trans. Et donc, dans ces plateaux de télévision, ils sont engagés dans ce qu'on pourrait appeler un jeu de symbolisation réciproque. C'est un jeu d'assignation, c'est un jeu de catégorisation. Et évidemment, on ne peut pas oublier le grand absent de ce grand jeu d'assignation, c'est le public, et qui est pourtant extrêmement présent, soit via les journalistes, soit simplement devant son poste de télévision. Alors, ça forme un triptyque. Et ce que j'appelle une institution, et c'est un réseau symbolique qui réunit trans, experts, société civile. Alors, toutes ces personnes, je veux dire, ce triptyque, sont partie prenante de ce jeu médiatique qui se renouvelle année après année, et décennie après décennie. Alors ici, j'espère qu'il va y avoir le son, normalement oui, je pense. Le son. Mamá se ha despertado. Gracias a Dios. Creí que iba a verlo en coma el resto de mi vida. ¿Cómo te encuentras, Michael? Yo me llamo Nomi. Oh, lo siento. Tu madre te llama Michael. ¿Qué clase de nombre es Nomi? ¿Conocéis a alguien que se llame Nomi? Eras Michael antes de salir de mi vientre y seguirás siendo Michael hasta que me entierre. Mamá, la pobre casi se muere. Te está bien empleado. ¿Sabes lo peligroso que es ir en una moto? La gente se mata cada año por ir en esos cacharros. ¿Dónde está Manita? Se fue. No se habría ido sin mí. En este hospital solo la familia puede entrar en la UCI. Ella es mi familia. Por favor, Michael, esto no es tu blog. Se trata de tu vida. Será mejor que te vayas. Yo no pienso moverme de aquí. Soy tu madre y te quiero mucho. Puede que a mi manera, pero te quiero y no voy a dejarte solo hasta que hables con el doctor Medker. Si después de que te cuente lo que nos ha dicho, quieres que me vaya, te prometo que te dejaré en paz. No. Bon, alors, ça fait au moins 10 fois que je passe cet extrait. À chaque fois, j'ai envie de jeter la maman par la fenêtre. Je passe cet extrait, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans un premier temps, moi, souvent, quand on m'interroge sur le sujet, on me dit, il semblerait que la médiatisation, aujourd'hui, elle est meilleure, que les imaginaires sont meilleurs. Est-ce que les choses, il n'y a pas... Cette évolution, c'est pas un progrès, et est-ce que ce progrès bénéficie aux personnes trans? Alors, oui, il y a des choses ont évolué. Les anciennes représentations, elles sont quand même toujours présentes et elles sont souvent privilégiées. Alors, cet extrait, pour moi, c'est un exemple de ce que j'appellerais des expériences de vie située dans une production culturelle. Alors,
par expérience de vie située, je me réfère indirectement donc au concept des savoirs situés de Donna Haraway. Mais je l'applique ici aux médias. C'est ce qui me permet justement de parler de ces apports. Alors, dans cette série, évidemment, on parle des sœurs Wachowski, et dans cet épisode particulièrement, cette scène, elle peut être vue et lue comme tenant à la fois du registre militant et dramatique. Alors moi, je m'intéresse juste au registre militant. En fait, cette scène, elle va dans le sens des contre-discours portés par les militants, donc sur une certaine forme de maltraitance dans la famille, sur l'aveuglement d'une partie du corps médical, des effets d'une transidentité pathologisée, et tout simplement est cantonné à l'étude de cas. Alors ici, nous avons, entre autres, la question du dead name, du mégenrage. Le mégenrage, c'est quand on utilise le mauvais pronom sur la personne. D'un surplomb moral. L'infantilisation de la personne trans. Dans cette scène et dans tout l'ensemble de cet épisode 2 de la première saison de Sense8, Jimmy Clayton, en fait, tout le monde sait mieux qu'elle. En fait, la seule personne qui ne sait pas, c'est elle. Ça me paraissait important. Et alors, il y a d'autres scènes très éclairantes. Alors ici, il me semble que le fait que les sœurs Wachowski soient aux commandes n'est pas pour rien, évidemment, dans ce type de scène que je trouve très éclairante. Alors ici, peut-être que peut se poser la question, est-ce qu'on a affaire à des messages sur les trans ou est-ce qu'on a affaire à des messages qui sont trans? Et dans ce deuxième cas, on pourrait parler de contre-discours et de contre-représentation. Bon, là, j'arrive au passage, on ne va plus jamais m'inviter après ce passage-là, parce que c'est le plus lourd. Alors oui, il va y avoir des diapositives donc, en espagnol qui vont être suivies en français, parce que ce sont c'est lourd, voilà, comme passage, donc je voulais aussi pouvoir faciliter la compréhension. Alors, ici, c'est la dernière partie, donc c'est sur ces processus croisés liés donc à la sexualité et au genre. Et donc, en premier lieu, il s'agit d'outils que j'ai eu besoin de construire à un moment donné pour travailler sur ce que je nomme des discontinuités de la représentation et de la médiatisation. Alors, une discontinuité désigne une rupture temporaire avec la représentation hégémonique du sujet trans par un pic médiatique spécifique, c'est-à-dire quand un sujet est traité intensivement durant un temps quantifiable. Imaginons qu'on a le modèle, imaginons un électrocardiogramme. Donc on va avoir comme ça le modèle hégémonique qui va être très stable, avec des petits pics, et d'un seul coup, pouf, on a un gros pic vers le haut ou vers le bas. C'est ça ce que j'appelle une discontinuité. Alors par exemple, je vais vous en donner deux. Sur la même période, le hasard a fait que c'est tombé sur la même période, c'est 1992. On a une première discontinuité et un pic médiatique avec les tests de féminité. Donc à l'occasion des Jeux Olympiques d'Albertville, on met en place des tests de féminité. Tous les journaux télévisés s'emparent du sujet et on commence à parler à tort et à travers, dans des journaux télévisés quand même, des trans, des transsexuels, des travestis, des intersexes, etc. Et donc les médias font une source absolument inintelligible du sujet. L'autre pic médiatique, c'est celui du Bois de Boulogne. Alors le Bois de Boulogne à Paris, donc c'est un lieu qualifié donc, de prostitution des Sud-Américaines depuis très longtemps. Donc si la presse populaire en parle depuis les années 70, les médias en ont parlé un peu plus tardivement. Et là, c'est pareil, si on aborde le sujet intensément pendant 4 années, donc on le lie au sida, on le lie à la criminalité. On parle d'une prostitution de migrantes, de sans-papiers. Il y a même des discours racistes, franchement racistes, dans nos journaux télévisés. Alors, évidemment, je vous dis qu'il y a une continuité, mais quelle est cette continuité? Alors, dans le contexte français, par exemple, cette continuité, c'est-à-dire ce modèle hégémonique qui ne bouge quasiment pas, c'est quoi? C'est une femme, avant tout. C'est une femme trans, blanche, citadine, occidentale, hétérosexuelle, et qui aspire à l'anonymat. Et c'est cette représentation... Il me reste du temps encore? Oui, 5 minutes, d'accord, je fais vite. Donc, voilà. Et, oui, donc, et c'est cette représentation hégémonique, du coup, elle devient source, quelque part, d'inégalité de la représentation et de la médiatisation. Alors, évidemment, donc, comme vous pouvez le voir dans le schéma, je me place donc dans le premier cas, dans une épistémologie évidemment qui va s'en référer aux approches intersectionnelles, notamment race, classe et genre. Et dans l'autre cas, c'est exactement, en fait, c'est la même chose, mais cette fois-ci qui est appliquée aux médias, donc avec des outils un petit peu
petit peu plus spécifique. Donc je remets la même en français. Et là, je vais essayer de l'expliquer plus brièvement. Alors, ici, j'ai dû créer 4 néologismes. Donc en français, ça donne surgenration, dégenration, désexualisation, sursexualisation. Alors je vais les expliquer, puis j'arrêterai là. La sursexualisation, en fait, désigne un processus qui consiste à... En fait, on met beaucoup de sexe, beaucoup de sexualité, on charge plus qu'il n'en faut. Ça crée une sorte d'excédent, quelque part. C'est comme si la personne n'était plus que... ne représentait plus que le concept de sexualité. Alors, évidemment, l'effet de cette sursexualisation va produire un effet une focalisation sur une sexualité dite marginale. Par exemple, ça a été appliqué dans les sujets, par exemple, qui traitaient de la prostitution au bois de Boulogne, où justement les Sud-Américaines sont sursexualisées dans les discours. La désexualisation, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y a plus de sexualité. C'est comme si la personne n'était plus du tout concernée par la sexualité. Et c'est ce qu'on retrouve dans les discours je parlais du modèle hégémonique dont la femme trans, occidentale, etc. Elle n'est pas concernée par la sexualité, elle est concernée que par le genre. C'est ce qui nous conduit justement à cette idée de surgenration. C'est-à-dire que dans les discours médiatiques, et y compris ceux portés par les psychiatres sur les plateaux de télévision, on met beaucoup de genre. Et on insiste tellement sur le genre qu'il n'y a plus que du genre. C'est comme si la personne, d'un seul coup, n'a plus de sexualité. L'avantage, c'est que d'un seul coup, le fait qu'on ne parle plus de sa sexualité, ça a une sorte de fonction décriminalisante. Regardez ce qu'elle fait, c'est une question d'identité, c'est pour son identité, c'est pas pour sa sexualité. Donc on ne peut pas, la sanctionner. C'est une sorte de laisser-passer. C'est plus acceptable, c'est plus montrable dans les discours médiatiques. Et la dégenration, évidemment, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de genre. Il n'y a plus de genre puisqu'il n'y a que de la sexualité. Je ne sais pas si vous voyez maintenant. C'est-à-dire que quand on met beaucoup de genre, hop, on met peu de sexualité. D'un seul coup, on crée une amplitude. Dans le cas, par exemple, des personnes transgenres, telles qu'elles sont traitées dans les médias français particulièrement, là, on va mettre beaucoup de sexe, on sursexualise les personnes et on va mettre très peu de genre. Ce qui fait qu'ensuite, ça donne lieu à des accusations, à une criminalisation du sujet. C'est-à-dire, d'un côté... donc on a des transsexuels donc, qui sont des vrais trans, acceptables et montrables, et de l'autre côté, on a des transgenres qui ont des comportements à risque, qui sont de fausses identifications de genre féminines, entre autres, etc. Et cette catégorisation, cette institution, quelque part de 2 modèles qui existent aujourd'hui dans les médias, elles n'ont pas la même valeur, du coup, morale. Donc d'un côté, on aurait des bonnes et des mauvaises trans. Alors, je vais passer parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Alors, j'en avais donné une autre illustration ici que vous pouvez voir donc en espagnol. Je vais terminer sur la même, mais en français. Voilà. Alors, ici, c'est que donc 2 représentations sociales et médiatiques des personnes trans semblent cohabiter donc, dans l'espace social, dans l'espace médiatique, dans les imaginaires. Donc, ils n'ont pas la même valeur, ce que je viens de dire. Donc, les processus de surgenration et de désexualisation font du sujet transsexuel un sujet donc moralement plus acceptable, tandis que la sursexualisation et la dégenration cantonnent le sujet transgenre à la marge. Donc, les représentations sociales et médiatiques laissent voir aussi comme ça des sanctions sociales de franchissement de genre, pour reprendre l'expression de Maudius Thomas. Ma conclusion ici, elle va être très pragmatique. Ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on entend dans les médias, y compris dans l'espace social, ce qu'il faut réfléchir, est-ce que ce qui est dit, c'est une valorisation ou est-ce que c'est une dévalorisation ? Dans les 2 cas, ce qu'il faut mettre à jour, ce sont les critères. C'est quand on valorise une population, sur quels critères on la valorise ? Quand on dévalorise une population, quels sont les critères qu'on mobilise ? Par exemple, en France, dans le cas des transgenres, on mobilise la race, la classe, essentiellement. Et c'était très intéressant de voir sur quoi s'appuie cette dévalorisation. Alors, je pense que travailler justement sur cette façon de ne plus regarder on va dire ces documents comme ça, d'une façon passive, c'est d'essayer de défaire en partie justement ces caricatures, ces archétypes qui nous structurent en tant que personnes, plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement. Alors ici, il s'agit bien d'une lutte contre les imaginaires qui ont parfois tendance à construire l'autre comme inférieur, à lui conférer parfois même le statut de paria. Ce qu'il faut aussi, c'est être critique
envers les images, idées ou concepts. Surtout ceux qui nous rassurent. Quand on est rassuré par des images et des discours, pourquoi est-ce qu'on est rassuré? Ensuite, pourquoi ce qui nous fait peur ou ce qui nous panique ou ce qui nous effraie? Quels sont les critères justement de cette panique qu'on peut ressentir on va dire, à l'énoncé, à la représentation d'un certain type de population? Enfin, en tout cas, c'est une autre façon d'envisager l'autre. Je vous remercie. Excusez pour la fin. Merci beaucoup, Karine Espinayra, pour cette conférence. J'imagine que la journée allant, et il est vrai que nous avons commencé tôt, mais il faut faire un petit effort et susciter des questions ou des observations par rapport à ce que nous a expliqué Karine Espinayra. Moi, ce n'est pas tellement une question, Karine, oui. Mais j'ai été interpellée par une personnalité que je ne connaissais pas, Michel-Marie Poulain. Oui. Et j'ai cru en passant, parce que je ne vois pas très bien non plus, qu'elle était peintre. Elle était peintre, oui. Elle était peintre. Peintre à Montmartre. Oui, à Montmartre. Oui, à Montmartre, oui. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs, enfin des sources d'accusations qui disaient que, quelque part, elle faisait que sa transidentité, elle se promouvait comme peintre. Et qu'en fait, elle était connue, que justement, sa reconnaissance en tant que peintre était due justement à la médiatisation, en fait, à la mise en scène de sa transidentité dans la presse populaire, puisqu'elle avait aussi tout fait pour nourrir cet aspect-là. Donc, elle avait accepté cette médiatisation, elle l'avait même en partie organisée. Donc, il y avait déjà des plans de com très, très tôt. Comme un marketing? Oui, on pourrait dire ça. Oui. En tout cas, la presse populaire en avait beaucoup parlé. Donc, on a l'impression que cette popularisation, elle est récente, alors qu'en fait, elle est beaucoup plus ancienne qu'on pourrait le croire. Bien. Oui. Moi, je vais peut-être rebondir sur ce que vous avez dit à la fin quand vous avez parlé des catégories de la race et de la classe comme catégorie qui participent à la dévalorisation dans le cadre des identités sexuelles. Parce que généralement, quand on analyse les identités sexuelles, on le fait à partir du prisme des analyses discursives. Évidemment, c'est très intéressant parce qu'il y a ce qu'on a appelé les injustices de reconnaissance, et là, pour pallier à ces injustices, il faudrait être dans une reconnaissance symbolique, et l'analyse discursive, elle est très intéressante, mais les gens habitent à la jonction du discours et du monde, et de ce fait, il faudrait prendre en charge aussi les catégories de la race et de la classe, et une analyse économico-politique rendrait compte de ce que vous avez dit dans le cadre des identités sexuelles. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans le cadre du transgenre, cette dévalorisation sur la base de la classe ou bien de la race, comment il fonctionne, parce que j'anticipe peut-être sur ce que je vais dire demain, mais c'est dans le cadre des identités homosexuelles au Maroc. Comment est-ce qu'on pourrait intégrer ces deux catégories dans l'analyse des identités homosexuelles au Maroc? Je ne sais pas comment ça fonctionne par rapport au transgenre dans l'imaginaire médiatique. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça? Au départ, ce que je proposais à la fin, c'était ce que j'appelais un petit peu l'angle mort de ma thèse de doctorat à l'époque, donc qui date des 2008-2012. C'est un petit peu un angle mort. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à comprendre En fait, ce sont les apports des approches intersectionnelles qui m'ont éclairé, justement, et que je voyais très très bien que massivement, dans toutes les archives, donc des années 40 aux années 2010, effectivement, c'était toujours le même modèle qui est privilégié. Et en travaillant sur ces pics médiatiques, donc des discontinuités comme le bois de Boulogne, je me rendais compte que dès qu'on sortait du modèle, je mets des guillemets, transsexuel, on allait vers le transgenre, et que le transgenre était toujours accolé à des personnes étrangères, des personnes racisées, qui elles-mêmes étaient associées quasiment exclusivement au VIH, à la prostitution, à la pègre, etc. Mais c'en est spectaculaire, hein. C'est pas une simple tendance 51-49%, non, là c'est 85%, c'est quasiment, enfin c'est les analyses des journaux télévisés, mais aussi les analyses de ce qui est dit, les analyses du discours montrent très très bien cette focalisation
sur la personne étrangère, qui met à jour une sorte de somme d'illégalité. C'est-à-dire qu'elle elle est sans papier, mais elle est aussi dans l'illégalité par rapport aux gens, elle est dans l'illégalité par rapport à la santé, elle est dans l'illégalité par rapport par rapport à la justice, c'est-à-dire qu'elle est en situation illégale, elle est aussi à la sexualité, puisqu'elle se prostitue, puis elle a des comportements à risque, etc. etc. Et c'est toute cette somme de constats, de critères que j'ai pu faire qui m'ont amené justement à cette idée que il y avait cette catégorisation qui mettait d'un côté donc ce modèle hégémonique qui perturbe rien du tout, qui est dans la légalité en permanence, et l'autre qui est quasiment dans l'illégalité en permanence. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Oui. J'étais très interpellé et intéressé par les 4 notions que vous avez développées sur la sursexuation, surgenration, désexualisation, dégénération. Est-ce que d'abord vous pouvez revenir sur ces notions qui peuvent peut-être aussi avoir l'inconvénient d'un glissement sémantique entre sexe et sexualité, pour la sursexualisation, la désexualisation, et aussi faire le lien entre l'imaginaire, au sens où l'entend Castoriadis, et notamment l'imaginaire radical, et puis ces processus de sursexualisation, désexualisation, surgenration, dégénération. Alors, moi j'ai mobilisé Castoriadis. Ce qui m'intéressait, c'était sur le fait, quand on crée de l'institution, et les médias aujourd'hui créent l'institution. Ce que je veux dire, c'est que l'imaginaire, on ne peut plus dire qu'aujourd'hui on se fait une représentation, je ne sais pas, d'une population, d'une culture, simplement, ne serait-ce que par la transmission familiale ou la transmission dans l'école, dans l'enseignement, mais qu'aujourd'hui elle est aussi faite par les médias. Et donc, ce que je voulais expliquer, c'est que cette institution imaginaire de la société, elle se fait aussi par les médias aujourd'hui, qui sont indissociables de la transmission, on va dire, sociale. Et c'est pour ça que je voulais entremêler et vraiment enchevêtrer cet imaginaire social avec l'imaginaire médiatique. Donc c'est vrai que j'importe la notion de Castoriadis, mais elle m'a paru vraiment vitale. Ensuite, sur les 4 néologismes, je voulais décrire des processus à l'intérieur de cette institutionnalisation, c'est-à-dire le réseau symbolique trans et cette institutionnalisation du récit trans. Et ce récit trans, justement, il est constitué par ces mécanismes, alors qui ne sont pas... je suis d'accord avec l'idée qu'ils ne sont pas satisfaisants. Ils ne sont pas satisfaisants, comme vous le soulignez. Il peut y avoir des glissements sémantiques, et je suis entièrement d'accord. Mais ce qu'il fallait, c'est que j'arrive à qualifier le discours médiatique qui est institutionnalisant, qui institue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne trans, par exemple, aujourd'hui, elle apprend aussi ce récit conventionnel, elle l'apprend dans les médias. Elle le reproduit dans le cabinet du psychiatre. Le psychiatre lui-même qui va aller le reproduire dans les médias, et que d'autres personnes... Vous voyez, c'est cette sorte de boucle sans fin de ce récit qui est institutionnalisé et qui est reproduit. Et ce que je voulais désigner, c'était le fond, quelque part. C'était le fond comme la forme de ce discours qui est perpétué et qui est institutionnalisé au fil du temps et au fil des années, et qui est bâti justement sur beaucoup d'identité d'un côté ou beaucoup de sexualité de l'autre. Et là où on met beaucoup de genre, on met beaucoup d'identité, on va mettre très peu de sexe. Et des exemples d'émissions, par exemple, je vais essayer de vous donner un exemple très concret. Il y a des émissions où, par exemple, vous avez une personne, on invite donc une jeune femme trans majoritairement, avec son copain. La première chose que le psychiatre va dire, c'est, vous savez, pour donner la définition de ce qu'est le transsexualisme, le psychiatre va expliquer, vous savez, c'est une question d'identité, pas de sexualité, et c'est récurrent. Ça fait 30 ans que ce discours y perdure. Et ensuite, quand on va aborder la question de la sexualité, la personne va dire que non. Ça veut dire non, pas de sexualité avant, puisque je ne suis pas dans le bon corps, donc pas de sexualité. La sexualité, elle aura lieu quand je serai dans le bon corps. Et en général, quand la personne est déjà en couple, quelque part, on focalise donc sur le couple, et le couple est obligé, ou je ne sais pas, ou se sent obligé, peu importe, de dire que non, il n'y a pas de sexualité. Ils sont ensemble, ils s'aiment, etc., mais qu'ils ne font rien. Que la sexualité, elle va devenir légale, elle va devenir après l'opération. Et c'est seulement à ce moment-là que la sexualité, elle reprend du sens. Mais tout le discours préalable, il est basé sur le genre.
Alors que dès qu'on se met à parler des personnes transgenres dans les médias, c'est immédiatement le sexe qui arrive, et en général, les images sont des images de prostitution, très majoritairement. Et c'est ça que je voulais essayer de décrire par ces cas de néologismes. Et ce que j'appelle bien des néologismes, pour le coup, ce n'est pas des concepts, je tente de décrire des processus, de les qualifier en tout cas. D'autres questions? Bon, je vous remercie, Karine Spineira. Et voilà.